Bon après-midi à tous. Moi, je vais parler des conséquences de l'impunité du génocide Hutu de 1972. Ces conséquences-là, je les ai catégorisées en 3 points. Il y a d'abord les conséquences sur les victimes, puis il y a aussi les conséquences sur les responsables potentiels de ces crimes, de ce génocide. Donc, les conséquences sur leur conduite passée ou actuelle, donc les responsables de ces crimes-là. Et puis enfin, il y a les conséquences sur les institutions. Par institution, je parlerai de la justice, je parlerai des institutions de défense et de sécurité. Et enfin, je conclurai par des recommandations ou par des suggestions sur ce qui pourrait être fait afin que les mauvais ou les conséquences néfastes de l'impunité puissent être atténuées, à défaut de les supprimer toutes, au moins les atténuer. Alors, premier point, conséquences de l'impunité du génocide sur les victimes. Avant d'aller dans le vif de ce sujet, j'aimerais vous parler un peu de ce qu'est la victime. C'est quoi on parle souvent de victime. Où est la limite? C'est qui est qui? Parce que des fois, les gens, c'est clair, pourraient se dire, mais moi, je ne suis pas concerné. Aucun membre de ma famille n'a été tué, alors je ne veux pas au monument, je ne veux pas célébrer. Alors, c'est quoi la victime? Premièrement, évidemment, la victime, c'est la première personne qui est atteinte par le crime. Personne qui meurt ou qui est blessée, qui est torturée, ça, c'est la première victime. Et on l'appelle la victime directe. Donc, les victimes directes, qui sont donc victimes des atteintes des droits de la personne de façon directe. Puis, il y a les victimes indirectes. Les victimes indirectes, ce sont surtout les descendants ou les membres de la famille de la victime directe. Donc, eux, ils souffrent parce que la victime directe a été atteinte, parce qu'ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus de membres de la famille qui est décédé, et ainsi de suite. Donc, ils sont des victimes indirectes, mais ce sont des victimes. Mais après ça, il y a des victimes secondaires. Les victimes secondaires, eux, ce sont des voisins, par exemple, qui regardent ce qu'on est en train de faire subir à la victime directe. Eux, ils sont affectés par ce qu'ils voient. Donc, ça peut être des voisins, ça peut aussi être des professionnels de santé qui ont essayé de soigner la victime directe. Donc, eux aussi, ils sont affectés par ça. Donc, ils peuvent revendiquer la catégorie de victimes, mais à titre secondaire. La dernière catégorie, c'est les victimes tertiaires. Les victimes tertiaires, eux, c'est les membres de la communauté tout entière. Et dans le cas présent, ce sont tous les Hutus. Parce que c'est la communauté Hutu qui était visée par le génocide. Donc, tous les Hutus sont des victimes de ce qui est arrivé parce que c'est leur communauté qui a été visée. Donc, il ne faut pas que les gens se trompent. Ils sont tous victimes. Et à l'époque, il n'y avait pas, on ne sélectionnait pas. On visait tout membre de cette communauté. Et tout membre de cette communauté pouvait se sentir en insécurité parce que c'est sa communauté qui était visée. Évidemment, quand on vient à la question juridique de réparation, notamment réparation financière, généralement on se limite aux victimes directes et indirectes.
Mais pour les autres, victimes secondaires, victimes tertiaires, même s'ils ne peuvent pas avoir une réparation financière, mais au moins, il y a moyen de réfléchir à une réparation psychologique, une réparation qui satisfait leurs préoccupations, par exemple, des monuments, des reconnaissances, des gestes de reconnaissance. Donc, on voit que c'est vraiment vaste le terme de victime, et les victimes directes ou indirectes peuvent faire partie de plusieurs catégories. On peut avoir été blessé et puis avoir perdu un membre de la famille ou avoir assisté au mauvais traitement des autres. Donc, il y a vraiment il peut y avoir une interconnexion de ces victimes, de ces catégories de victimes-là. Et puis, il faut savoir que le traumatisme, le syndrome traumatique qui vient de la victimisation de ces crimes-là, ça peut se transmettre de génération en génération. Donc, nos enfants, quand on est victime, peuvent souffrir du traumatisme qu'on les transmet. Donc, et ça peut se transmettre jusqu'à la deuxième génération. Ce sont des recherches qui l'ont prouvé, les psychologues qui ont travaillé sur les victimes juives, qui ont pu prouver cette transmission intergénérationnelle du traumatisme, donc du stress post-traumatique. Alors, les effets maintenant, concrètement, les effets sur les victimes, les effets de l'impunité, c'est quoi? Grosso modo, c'est que quand un acte criminel comme le génocide est impuni ou n'est pas reconnu, c'est que les victimes ont une souffrance qui s'amplifie. La souffrance des victimes va s'amplifier. Et le sentiment de vulnérabilité, les victimes vont se sentir davantage vulnérables parce qu'on n'a pas reconnu, on n'a pas puni les auteurs du crime, du génocide, et la souffrance va s'amplifier, va augmenter. Et cela va affecter leur morale des victimes. Et ça va aussi affecter leur identité culturelle. Et les victimes vont donc prendre ça comme un autre crime, en fait. Il y a le premier crime qui fait souffrir, puis la non-reconnaissance, l'impunité, ça devient comme un deuxième crime. Donc il y a une sorte de double génocide en réalité qui vient du fait qu'on nie finalement la souffrance de ces victimes-là. Et évidemment, cela affecte mentalement, psychologiquement les victimes qui vont voir qu'ils ne sont pas considérés. La guérison de ces victimes va être difficile. La guérison psychologique va être difficile. Leur émancipation culturelle aussi va être difficile à cause de cette impunité. Les victimes vont perdre l'espoir. Ils ne vont plus avoir de l'espoir. Ils ne vont plus avoir de la confiance dans les institutions du pays. On va avoir peur de ces institutions parce que, comme je vais le mentionner, ce sont ces institutions finalement qui ont aidé à la commission de ce crime-là. Il n'y a pas la confiance et les victimes vont se sentir qu'ils n'ont pas la dignité finalement. Il n'y a pas la dignité, ils sont abandonnés, ils se sentent abandonnés. Ils se sentent finalement sans valeur parce qu'on ne les considère pas. Ils ne valent rien. Ils vont considérer le monde comme injuste. Le monde est injuste. Le monde est mauvais. Le monde est finalement insensé. Donc, ça va vraiment renforcer la terreur, le vécu des victimes. Conséquence sur le plan personnel, c'est que l'estime de soi
de ces victimes-là va être affecté. Les victimes ne seront plus fiers d'eux-mêmes. Ils vont marcher en cherchant à se cacher, qu'on ne les voit pas. L'estime de soi, ça manque. Et cela, ça affecte même les gens, les victimes, dans leurs projets, ne vont plus entreprendre des projets parce qu'ils vont toujours se sentir en insécurité. Ils vont dire, bah, tout ce que je peux faire, ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas avoir des projets à long terme. Et ils vont finalement se résigner. Ils ne vont pas prendre leur destin en main. Que donc, ils vont se laisser faire, et ce qui va accroître leur vulnérabilité. Ils vont se sentir sans compétence, sans efficacité. Et dans certains cas, l'impunité peut pousser aussi les victimes à vouloir se venger. À se faire justice parce qu'ils ne sont pas considérés. Il y en a certains qui n'auront pas ce courage-là, cette audace, mais il y en a d'autres qui vont dire, et ils vont vouloir se venger. Et je pense qu'il y a un degré de ça dans ce qui est arrivé après la mort de Dadaï. Ça ne justifie pas que ce qu'ils ont fait est bon, mais au moins on peut, dans une certaine manière, comprendre que ça pourrait être ce que... ça pourrait expliquer ce qui est arrivé après la mort de Dadaï. Voilà, ça pourrait expliquer ça sans évidemment justifier le crime, parce que ça reste un crime, même si on peut reconnaître des circonstances atténuantes. Au niveau du criminel maintenant, si on n'a pas puni les auteurs du génocide, du crime, pour le criminel, lui, évidemment, il est content, il se sent fort. Et le criminel va chercher, mon collègue Pacifique l'a abordé un peu, il va essayer de se livrer à la propagande pour essayer de justifier ce qu'il a fait. Justement, le fait qu'on ne l'a pas puni, ça va aider, il va utiliser ça, il va dire, mais on ne m'a pas puni, je n'ai pas été arrêté parce que je n'ai pas fait quelque chose de mauvais. Ce que j'ai fait, ce n'était pas illégal. J'ai agi comme je devais agir. Je n'ai pas violé aucune loi. Je n'ai pas violé de loi. Et en 2014, vous vous souvenez, ceux qui ont suivi la BBC, le fameux Simbanani Artemon, il a donné une entrevue à la BBC en Kirundi. Et le journaliste lui a dit, il y a les gens qui s'étonnent de te voir encore en liberté à Bujumbura. Et il a dit, justement, je suis libre parce que je n'ai rien fait de mauvais. Simbanani, avec son plan. Donc, l'impunité, ça renforce le criminel qui va essayer de justifier ce qu'il a fait. Il va supprimer les stigmates attachés au crime pour essayer de se réhabiliter.